Gabriel, nous avons décidé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas au mariage, m'a dit ma belle-sœur Amanda, sa voix résonnant au téléphone avec une froideur plus tranchante que n'importe quel cri. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous voulons que ce soit une journée parfaite, sans complications. J'étais assis dans mon bureau du centre-ville de Chicago, où je travaillais comme ingénieur logiciel depuis 8 ans, lorsque l'appel qui allait tout changer est arrivé, un mardi ordinaire de mars. À l'autre bout du fil, je pouvais entendre mon frère Marcus murmurer quelque chose en arrière-plan, probablement en accord avec chaque mot venimeux qui sortait de sa bouche. Je m'appelle Gabriel, j'ai 34 ans, et je venais d'être exclu du mariage de mon propre frère. Pas en tant qu'invité de seconde zone. Pas en tant que participant secondaire. Complètement exclu. Un silence s'est installé entre nous pendant que je digérais l'audace absolue de ce que je venais d'entendre. Amanda respirait bruyamment, attendant une réaction explosive qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Des complications? Répétai-je, ma voix plus calme que je ne l'aurais souhaité. Quel genre de complications? Tu sais exactement de quoi je parle, rétorqua-t-elle. Tes critiques constantes, ton attitude négative envers notre relation. Marcus et moi n'avons pas besoin de cette énergie lors de notre grand jour. L'ironie était presque comique. Pendant 2 ans, j'avais été le seul membre de la famille à remettre ouvertement en question le comportement manipulateur d'Amanda. La façon dont elle contrôlait chaque aspect de la vie de Marcus. Comment elle l'avait isolé de ses amis de longue date. Comment elle avait monté la famille contre la famille avec ses commérages stratégiques. Et maintenant, pour avoir essayé de protéger mon frère, j'étais puni. Marcus est là? Je peux lui parler? Demandai-je, sachant que la réponse serait non avant même que les mots ne sortent de ma bouche. Il est occupé avec les préparatifs. De toute façon, c'était aussi sa décision, mentit Amanda, et je pouvais entendre la satisfaction mal dissimulée dans sa voix. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que tu as été problématique. Problématique. Comme si essayer de préserver la santé mentale de mon propre frère était un défaut de caractère. Pendant notre enfance à Milwaukee, Marcus et moi étions inséparables. À peine 2 ans plus jeune, il me suivait partout, admirant chacune de mes décisions. Lorsque nos parents ont divorcé dans la tourmente, alors que j'avais 16 ans et lui 14, nous nous sommes soutenus mutuellement. Je l'aidais avec ses devoirs, il m'aidait à gérer la solitude d'être l'aîné responsable de tout. Nous avons déménagé ensemble à Chicago après l'université, partageant un appartement bon marché à Wicker Park pendant que nous construisions nos carrières. Lui dans le marketing, moi dans la technologie. Puis Amanda est apparue. Au début, je l'aimais bien. Intelligente, ambitieuse, elle travaillait dans une agence de relations publiques et semblait sincèrement intéressée par Marcus. Mais j'ai rapidement commencé à remarquer des comportements inquiétants. Comme le fait qu'elle organisait, par hasard, des dîners romantiques aux mêmes heures que nos traditionnelles sorties entre frères. Comme ses suggestions concernant les amis que Marcus devrait éviter, qui correspondaient toujours à des personnes proches de lui. Comme son talent surnaturel pour créer des drames à des moments qui auraient dû être paisibles. Quand j'ai essayé de parler à Marcus de ses observations, il est devenu défensif. « Tu es jaloux, Gab », m'a-t-il dit lors d'un déjeuner tendu 6 mois avant le mariage. Amanda veut seulement le meilleur pour moi. Elle m'aide à voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Et comment suis-je vraiment, Marcus? Ai-je demandé. Il a détourné le regard. Tu as toujours été très critique. Tu trouves toujours des défauts à tout. Les mots d'Amanda sortaient de sa bouche. Alors tu es d'accord avec tout ça? Ai-je demandé, toujours au téléphone, donnant une dernière chance à mon frère de se manifester. Il est occupé, a répété Amanda. Écoute, Gabriel, le mariage est dans 3 semaines. Considère cela comme un temps de réflexion sur ton comportement. Qui sait, une fois que tout sera passé, vous pourrez peut-être discuter. La ligne est restée silencieuse. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, regardant le paysage urbain à travers la fenêtre. Mes collègues continuaient leur routine habituelle, sans savoir que mon monde familial venait de s'effondrer en 5 minutes au téléphone. Une partie de moi voulait appeler Marcus directement, le supplier, lui expliquer, me battre pour notre relation. Mais une partie plus profonde, plus sage, me murmurait une vérité différente. J'avais passé 2 ans à essayer de sauver mon frère d'une femme qui détruisait systématiquement son identité. Et en retour, j'avais été étiqueté comme le problème. Il était peut-être temps d'arrêter d'essayer de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des billets d'avion. Si je n'étais pas le bienvenu au mariage de mon propre frère, j'allais faire quelque chose que j'avais toujours repoussé, ce voyage en solo au Japon que je prévoyais depuis des années. Alors que je parcourais les options de vol pour Tokyo, je ne pouvais pas imaginer que dans 3 semaines, pendant que je pratiquerais le zen dans un temple à Kyoto,
Amanda détruirait son propre mariage parfait d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Si vous avez déjà connu la douleur d'être rejeté par votre propre famille, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment cette histoire de trahison familiale s'est transformée en une leçon que personne n'oubliera jamais. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé à s'effondrer pour eux, au moment même où je trouvais la paix intérieure à l'autre bout du monde. Amanda Mitchell avait fait irruption dans notre famille comme une tornade déguisée en brise estivale. Quand Marcus l'avait amenée à notre dîner familial un dimanche soir, 2 ans plus tôt, elle semblait trop parfaite pour être vraie. Diplômée de Northwestern, elle travaillait dans l'une des plus grandes agences de relations publiques de Chicago et avait ce genre de beauté raffinée qui semblait tout droit sorti d'un magazine. « Gabriel, enfin !» m'a-t-elle dit en me serrant la main avec un sourire radieux. « Marcus parle tellement de toi. Il dit que tu es le génie de la famille. » À l'époque, j'ai trouvé ce commentaire charmant. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé à quel point Amanda était stratégique dans chacun de ses mots. Au cours de ce premier dîner, elle a manifesté un intérêt sincère pour nos loisirs communs. Marcus et moi avions pour habitude de regarder les matchs des Bulls ensemble, une tradition que nous avions depuis l'adolescence. « C'est génial que vous ayez ce lien », a déclaré Amanda en touchant affectueusement le bras de Marcus. « C'est tellement rare de voir des frères qui se soutiennent vraiment. » 3 mois plus tard, Marcus a raté un match crucial des séries éliminatoires parce qu'Amanda avait prévu une urgence de dernière minute avec sa famille. Elle avait vraiment besoin de soutien, m'a expliqué Marcus lorsque je l'ai appelé pour lui demander où il était. Son père a eu des problèmes au travail. Quand j'ai découvert par la suite que le problème au travail du père d'Amanda était en fait une promotion qu'il célébrait à Millennium Park, j'ai commencé à y prêter davantage attention. Amanda avait un talent surnaturel pour créer des situations qui semblaient parfaitement raisonnables en surface, mais qui isolaient systématiquement Marcus de ses proches. Notre ami de fac Jake, que nous connaissions depuis plus de 10 ans, a cessé de se présenter à nos réunions après qu'Amanda ait commencé à faire des remarques subtiles sur son passé de toxicomane. Une référence déformée au fait que Jake avait fumé de la marijuana à l'université à quelques reprises. « Je pense juste que vous avez dépassé ce stade, tu vois ?» a-t-elle dit à Marcus après un apéro particulièrement tendu. Il a l'air coincé dans le passé. Marcus, qui avait toujours été loyal envers ses amis, a commencé à répéter les remarques d'Amanda comme si c'était ses propres conclusions. Jake a vraiment l'air immature ces derniers temps, m'a-t-il dit quelques semaines plus tard. Amanda m'a fait remarquer certaines choses à son sujet. Le schéma s'est répété avec Dave, notre colocataire à l'université, puis avec Tyler, le type que Marcus avait rencontré au travail et qui était devenu un bon ami. Un par un, Amanda trouvait des défauts rédhibitoires à toutes les personnes importantes dans la vie de mon frère. Sauf moi. Avec moi, elle a adopté une stratégie différente. Au cours de la première année de notre relation, Amanda me traitait comme un allié précieux. Elle me demandait des conseils sur Marcus, m'envoyait des messages pour me demander ce qu'il aimerait comme cadeau et soulignait toujours à quel point elle appréciait notre lien familial spécial. « Tu connais Marcus mieux que personne, » disait-elle. « Il a tellement de chance d'avoir un frère comme toi. » Je me sentais important, inclus, apprécié. Amanda me donnait l'impression d'être un élément essentiel de leur relation. Mais j'ai ensuite commencé à remarquer de petites incohérences dans ces histoires. Lors d'un déjeuner en famille, Amanda a mentionné qu'elle avait grandi à Evanston, dans une maison victorienne près du lac. 2 semaines plus tard, au cours d'une conversation sur notre enfance, elle a évoqué des souvenirs d'enfance à Lincoln Park, dans un petit appartement avec sa mère célibataire. Lorsque je lui ai gentiment demandé d'expliquer cette incohérence, elle a ri comme s'il s'agissait d'un malentendu insignifiant. « Oh, nous avons beaucoup déménagé quand j'étais enfant », a-t-elle répondu en changeant rapidement de sujet. « Marcus, tu n'as pas parlé à Gabriel de ta promotion. » Ce n'était que des détails, mais ma profession m'avait appris à prêter attention aux incohérences. J'ai commencé à prendre des notes mentales. La véritable révélation est venue lorsque j'ai croisé Amanda dans un café près de mon bureau un jeudi après-midi. Elle était assise à une table dans un coin, parlant intensément au téléphone. « Non, tu dois être plus subtil que ça », l'ai-je entendu dire en passant devant moi pour prendre son café. « Si c'est trop évident, il va se douter de quelque chose. Il faut que ça ait l'air d'être son idée. » Elle m'a vu avant que je puisse m'éloigner. « Gabriel, quelle coïncidence incroyable !» a-t-elle dit en rangeant rapidement son téléphone. Je parlais justement à ma patronne d'un projet. Mais le ton de sa voix n'était pas professionnel. Il était personnel, calculé, presque prédateur. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus. « Mec, je peux te poser une question bizarre. » ai-je commencé. « Tu as remarqué quelque chose de différent chez Amanda ces derniers temps. » « Différent comment ?» a demandé Marcus, et je pouvais entendre la défensive se former dans sa voix.
Je ne sais pas exactement. Juste quelques petites incohérences dans ces histoires. Peut-être certaines situations qui semblent un peu trop commodes. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Gabriel, a finalement dit Marcus, d'une voix froide que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Amanda a mentionné que tu étais peut-être jaloux de notre relation. Elle a dit que tu lui posais des questions étranges à son sujet. Mon cœur s'est serré. Marcus, j'essaie juste de te protéger. Me protéger de quoi? De la femme que j'aime? De la personne qui m'a rendu plus heureux que je ne l'ai jamais été? Écoute, fais juste attention à certains signes, d'accord? À la façon dont elle réagit quand tu passes du temps avec moi ou avec d'autres amis. Gabriel, arrête. Amanda n'est pas le problème ici. Tu devrais peut-être te demander pourquoi tu t'acharnes autant à trouver des défauts chez ma petite amie. La conversation s'est terminée brusquement. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai vu ma relation avec Marcus se détériorer progressivement. Les invitations à des dîners de famille se sont faites de plus en plus rares. Nos textos quotidiens se sont transformés en réponses laconiques d'un mot. Lorsque j'essayais d'organiser nos rendez-vous habituels, Marcus avait toujours d'autres engagements. Des engagements qu'Amanda avait pris pour lui. Le coup de grâce est survenu lors du dîner d'anniversaire de Marcus, il y a 6 mois. J'avais soigneusement choisi un cadeau. Une montre vintage qu'il avait admirée dans un magasin d'antiquités quelques mois auparavant. « Waouh, c'est magnifique !» a dit Amanda lorsque Marcus a ouvert la boîte. « Où as-tu trouvé ça? Tu te souviens de ce magasin à Bucktown où nous sommes allés il y a quelques mois ?» lui a répondu Marcus. Gabriel a dû écouter quand j'en ai parlé. Amanda a souri, mais son regard est resté froid lorsqu'elle m'a regardé. C'est attentionné. Gabriel est toujours très attentif aux détails, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de venimeux dans sa voix, une menace à peine voilée que j'étais le seul à percevoir. Après le dîner, pendant que Marcus était aux toilettes, Amanda s'est approchée de moi dans la cuisine. « Gabriel, dit-elle à voix basse, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Marcus et moi sommes en train de construire une vie ensemble. Une vie qui nécessite certains changements. » « Quel genre de changement? Demandai-je. « Le genre qui donne la priorité à notre avenir plutôt qu'à notre passé, répondit-elle en souriant doucement. Je suis sûr que tu veux ce qu'il y a de mieux pour ton frère. Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. Ce soir-là, j'ai compris qu'Amanda me considérait comme le plus grand obstacle à ses plans. Et contrairement aux amis de Marcus, qu'elle pouvait simplement éliminer de sa vie, je représentais un défi plus complexe. La famille est plus difficile à effacer. Mais pas impossible, comme elle était sur le point de me le prouver. Pendant que je rangeais la montre rejetée dans le tiroir de mon appartement, Amanda était probablement déjà en train de planifier le coup qui allait aboutir à l'appel que j'ai reçu aujourd'hui. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque manipulation, chaque mensonge stratégique, chaque moment d'isolement qu'elle avait orchestré était inconsciemment catalogué dans mon esprit analytique d'ingénieur. Et bientôt, ce catalogue allait devenir la clé qui détruirait complètement la façade parfaite qu'elle avait construite. 2 semaines se sont écoulées depuis l'appel d'Amanda, et la réalité de l'exclusion a commencé à se manifester d'une manière que je n'avais pas prévue. Le premier coup est venu via le groupe WhatsApp de la famille, où des photos de la fête surprise organisée pour Marcus sont apparues les unes après les autres. Ma tante Linda, mes cousins, même ma grand-mère de 78 ans étaient là, souriant autour de cadeaux coûteux et de décorations élaborées. Je n'avais pas été invité. Quelle belle fête! A commenté ma cousine Sarah dans le groupe. Marcus a l'air si heureux. J'ai hâte d'être au mariage. 17 cœurs sont apparus sur le message. Personne ne s'est demandé où j'étais. Ma journée de travail du lundi a été interrompue lorsque mon collègue Dave est venu à mon bureau avec un air perplexe. « Mec, j'ai vu ton frère sur LinkedIn aujourd'hui, » m'a-t-il dit. Il a posté un message sur le mariage en mentionnant que toute la famille était enthousiaste. Je pensais que tu allais être le témoin. Changement de plan, ai-je répondu en essayant de paraître désinvolte. Pendant le déjeuner, j'ai appelé ma mère. « Gabriel, comment vas-tu, mon chéri ?» Sa voix semblait excessivement enthousiaste. « Maman, tu étais à la fête prénuptiale de Marcus. » Silence gênant. « Gabriel, tu sais que la situation est délicate. Amanda a dit que tu avais besoin de temps pour accepter vos différences. »« Mes différences ?» répétai-je. « Maman, c'est mon frère. Je ne comprends pas comment le fait d'essayer de le protéger est devenu une différence personnelle. Chérie, le mariage est un moment délicat. Peut-être qu'une fois que tout se sera calmé. Après le mariage qui aura lieu sans moi, après que vous ayez clairement montré qu'Amanda a plus d'influence sur cette famille que moi. » Le silence qui suivit en dit long. Ce soir-là,
Une notification Instagram m'a fait m'arrêter. Amanda m'avait tagué sur une photo. L'image la montrait avec Marcus dans un restaurant chic. La légende disait « Dernière semaine en tant que fiancé ». Nous sommes tellement reconnaissants d'être entourés uniquement de personnes positives. #blessed #Energias Positiva. La mention n'était pas accidentelle. C'était un message public indiquant que j'avais été classé comme énergie négative. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Jake, notre ami de fac. « Mec, je viens de voir cette photo sur Instagram », m'a-t-il dit. « Elle t'a tagué exprès, non ? » ?»« Comment tu le sais ? » ?»« Parce qu'elle m'a fait la même chose il y a 6 mois. C'est son mode opératoire. » Jake m'a raconté comment Amanda avait orchestré son exclusion progressive. D'abord en créant des conflits, puis en programmant des événements au même moment que nos projets, pour finalement convaincre Marcus que Jake était une influence toxique. Tyler et Dave ont vécu la même chose, a poursuivi Jake. Elle isole Marcus de toute personne susceptible de remettre en question son contrôle. Le vendredi, 5 jours avant le mariage, j'ai reçu un appel inattendu de Marcus. « Gabriel, je peux passer chez toi ce soir ? Il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Peut-être avait-il compris la manipulation. Il est arrivé à 20h, l'air sérieux, vêtu d'habits que je ne lui avais jamais vus. « Gabriel, je suis venu clarifier certaines choses, » commença-t-il. « Amanda m'a parlé des messages que tu as envoyés à nos amis de l'université. Elle m'a dit que tu essayais de créer des drames. » Mon esprit était vide. Quel message ? Jake, Tyler, même Dave sont venus me voir pour me dire que tu remettais Amanda en question, que tu essayais de les monter contre elle. Le génie diabolique m'a frappé comme un train. Amanda avait orchestré le scénario parfait. Les mêmes amis qu'elle avait éliminés étaient désormais la preuve que j'avais organisé une campagne contre elle. Marcus, tu crois vraiment que j'aurais fait ça ? Amanda a dit que tu avais toujours été jaloux de mon succès, que tu n'avais jamais accepté le fait que j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait vraiment. Ces mots sortaient de sa bouche. Et toi ? Qu'en penses-tu ? Pas Amanda, pas nos parents. Toi, mon frère. Il détourna le regard, et j'aperçus un éclair du vrai Marcus sous son programme. Je pense que tu dois accepter que ma vie a changé. Que certaines personnes restent derrière quand on grandit. Ou sont repoussées. Gabriel, je suis venu te dire qu'après le mariage, il vaudrait peut-être mieux que nous gardions nos distances pendant un certain temps. Jusqu'à ce que tu arrives à régler tes problèmes. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé et reconstruit simultanément. J'ai regardé mon petit frère, le garçon qui me suivait partout, qui venait pleurer dans ma chambre pendant les pires jours du divorce de nos parents. Et j'ai vu un étranger. D'accord, Marcus, ai-je dit calmement. Si c'est ce que tu veux. Il a semblé surpris par mon acceptation calme. Oui, a-t-il répondu, incertain. C'est ce que je veux. Après son départ, j'ai regardé le billet que j'avais réservé pour le Japon. Partir ne serait plus une fuite devant la douleur. Ce serait un investissement dans ma propre santé mentale, alors qu'Amanda détruisait la vie de mon frère d'une manière qu'elle n'avait même pas encore envisagée. Une remarque de Jake résonnait encore dans ma tête. Tyler a dit qu'Amanda agissait comme quelqu'un qui cachait quelque chose d'important. Comme si elle était pressée de se marier avant que certaines vérités ne soient révélées. Tout en faisant mes valises pour Kyoto, une partie analytique de mon esprit répertoriait les incohérences dans le comportement d'Amanda. Son empressement inexplicable à se marier, ses récits contradictoires sur son passé, la façon dont elle évitait certaines questions sur son travail. Dans 48 heures, je serais en train de pratiquer la méditation zen pendant qu'Amanda marcherait vers l'hôtel. Ce qu'aucun de nous ne savait, c'est qu'avant même mon arrivée à l'aéroport, la façade qu'elle avait soigneusement construite commençait déjà à se fissurer, transformant ce jour parfait en un cauchemar public des plus humiliants que notre famille ait jamais connu. La conversation avec Jake avait semé une graine qui germait rapidement dans mon esprit analytique d'ingénieur. Pendant des années, j'avais remarqué des incohérences dans le comportement d'Amanda sans relier tous les points. À présent, à 3 jours de mon départ pour le Japon, j'ai décidé de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, enquêter. J'ai commencé par LinkedIn. Le profil professionnel d'Amanda semblait impeccable à première vue, mais en y regardant de plus près, j'ai découvert des lacunes étranges. Elle affirmait avoir travaillé chez Morrison et Associates de 2018 à 2020, mais il n'y avait aucune recommandation de collègues de cette période. Aucun lien avec des employés actuels de l'entreprise. J'ai appelé Morrison et Associates. « Bonjour, je vérifie les références professionnelles d'Amanda Mitchell », ai-je dit à la réceptionniste. Elle a travaillé chez vous entre 2018 et 2020. Un instant, s'il vous plaît. Après quelques minutes, monsieur,
nous n'avons aucune trace d'une Amanda Mitchell dans nos fichiers d'employés pour cette période. Intéressant. J'ai continué mes recherches. Amanda avait mentionné lors de dîners familiaux qu'elle avait étudié à Northwestern, mais lorsque j'ai consulté l'annuaire des anciens élèves, aucune Amanda Mitchell n'apparaissait pour les années qu'elle avait indiquées. Chaque vérification révélait une nouvelle incohérence. Mon téléphone a sonné. C'était Dave, un autre ancien ami de Marcus qu'Amanda avait supprimé. « Gabriel, Jake m'a dit que tu avais aussi été exclu du mariage, » m'a-t-il dit. « Mec, je dois te dire quelque chose que j'ai découvert sur Amanda. » Je t'écoute. Tu te souviens quand elle est apparue dans nos vies il y a 2 ans? Je travaillais en freelance pour quelques entreprises de marketing à l'époque et j'avais reconnu son nom dans un procès que je suivais. Mon sang s'est glacé. Quel genre de procès? Une affaire de fraude matrimoniale. Une femme du même nom, avec le même physique, avait épousé un homme d'affaires à Détroit et avait disparu avec une somme importante de son compte bancaire. Le procès était toujours en cours lorsqu'elle a commencé à sortir avec Marcus. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté effrayante. Dave, tu as des documents à ce sujet. J'ai tout enregistré. Des articles de journaux, des documents judiciaires, des photos. Elle utilisait le nom de famille Sullivan à l'époque, mais c'est bien la même personne. J'ai passé les 2 heures suivantes à recevoir des fichiers par email. Les preuves étaient accablantes. Amanda Mitchell était en réalité Amanda Sullivan, une escroque professionnelle spécialisée dans les relations frauduleuses avec des hommes financièrement stables. Le schéma était toujours le même. Elle se présentait comme une femme d'affaires accomplie, nouait rapidement des relations, isolait ses victimes de leurs amis et de leur famille, puis disparaissait avec des ressources importantes après le mariage ou un déménagement commun. Marcus n'était que sa dernière proie. Et le mariage était prévu dans 3 jours. Je me suis assis à mon bureau, regardant les preuves éparpillées devant moi. Une partie de moi voulait courir chez Marcus immédiatement, tout jeter sur la table et le forcer à voir la vérité. Mais je connaissais mon frère. Dans les circonstances actuelles, il interpréterait toute preuve que je lui présenterais comme une tentative désespérée de saboter son bonheur. Amanda avait minutieusement travaillé à me dépeindre comme le frère jaloux et perturbé. Il me fallait une approche plus intelligente. J'ai appelé un détective privé que j'avais rencontré lors d'un précédent projet professionnel. « Tom, j'ai besoin d'un service urgent, » lui ai-je dit. « J'ai des preuves de fraude matrimoniale, mais elles doivent être présentées par une source neutre. » Tom Reynolds était un ancien détective de la police de Chicago qui travaillait désormais sur des affaires d'entreprise. Il m'avait aidé à vérifier les antécédents de certains employés à plusieurs reprises. « Envoyez-moi les informations, » m'a-t-il répondu après avoir écouté le résumé de la situation. « Si c'est bien elle, je peux vous fournir plus de preuves d'ici demain matin. » Alors que j'envoyais les fichiers à Tom, j'ai reçu un SMS d'Amanda. « Gabriel, j'ai appris que vous répandiez des rumeurs à mon sujet auprès des amis de Marcus. C'est vraiment pathétique. J'attendais plus de maturité de votre part. » Ce message confirmait que mon enquête avait touché un point sensible. Si elle était suffisamment inquiète pour me confronter directement, cela signifiait que j'étais sur la bonne voie. Je répondis, « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je me concentre sur mon voyage au Japon. » « Tant mieux. Peut-être qu'un peu de temps loin d'ici t'aidera à réfléchir à ton comportement. » C'était fascinant de voir comment elle continuait à essayer de me manipuler alors qu'elle était clairement nerveuse. Ce soir-là, Tom m'a appelé. « Gabriel, tu as mis le doigt dessus. Amanda Sullivan a un casier dans 3 États différents. Détroit, Phoenix et Atlanta. Toujours le même schéma. Relation rapide, isolement de la victime, puis disparition après avoir eu accès à ses ressources financières. Qu'est-il arrivé aux victimes précédentes? 2 ont déclaré faillite. Une 3e tente toujours de récupérer la maison qu'elle a transférée à son nom avant de disparaître. Le FBI a un dossier ouvert sur elle, mais n'a jamais pu obtenir suffisamment de preuves pour une inculpation fédérale. Ma respiration s'est accélérée. Tom, le mariage est après-demain. Je sais. J'ai déjà contacté l'agent chargé de l'affaire au FBI. Ils veulent toutes les informations dont tu disposes, en particulier sur les comptes bancaires de ton frère. Nous avons passé 1 heure à organiser le transfert de toutes les preuves. Tom m'a assuré qu'une approche officielle serait faite le matin du mariage. « Gabriel, » dit-il avant de raccrocher, « vous avez sauvé votre frère de quelque chose de bien pire qu'un cœur brisé. Cette femme aurait détruit sa vie complètement. » Après l'appel, je suis resté assis en silence, essayant de comprendre l'ampleur de ce que j'avais découvert. En moins de 24 heures, j'avais transformé ma douleur personnelle d'exclusion en preuve concrète qui protégerait Marcus d'un désastre financier et émotionnel. L'ironie était parfaite. En m'excluant du mariage,
Amanda m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. Le temps et la motivation nécessaires pour mener une enquête en bonne et due forme. Si vous avez déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais que vous ne pouviez pas le prouver, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment l'intuition est parfois notre meilleur outil de protection. Le lendemain matin, alors que je faisais mes dernières valises pour le Japon, j'ai reçu un appel de Tom. Gabriel, changement de plan. Le FBI veut que tu restes dans le pays jusqu'à lundi. Il pourrait avoir besoin de ton témoignage s'il arrête au mariage. J'ai regardé mon billet pour Tokyo sur mon bureau. Tom, si je ne me présente pas à l'aéroport, Amanda saura qu'il se passe quelque chose. Exactement. C'est pourquoi tu vas te rendre à l'aéroport comme prévu, mais tu prendras un autre vol. Un vol qui te ramènera à Chicago dans 3 heures. Le plan était génial dans sa simplicité. Amanda verrait mon départ comme la confirmation que j'étais complètement retiré de la situation. Pendant ce temps, je serais de retour en silence pour assister à l'effondrement de son stratagème frauduleux. À 2 heures de l'après-midi, j'ai posté une photo sur Instagram depuis la porte d'embarquement pour Tokyo avec la légende « Un nouveau chapitre commence ». Japonais #Japon #nouvelles expériences. Amanda a aimé la photo en moins de 5 minutes. 3 heures plus tard, j'étais de retour à Chicago, logé dans un hôtel près de l'aéroport, attendant l'appel de Tom qui allait tout changer. Ce qu'Amanda ne savait pas, c'est que pendant qu'elle se préparait pour ce qu'elle croyait être son coup de maître, une équipe spéciale fédérale s'organisait pour transformer son « jour parfait » en la fin de sa carrière criminelle. Et j'allais être aux premières loges pour assister à la justice poétique en action. Le téléphone a sonné à 6h47, leur stratégie qu'Amanda avait choisie pour le mariage. Gabriel, c'est Tom. Ça y est, c'est parti. J'étais à l'hôtel depuis 3 heures, surveillant les réseaux sociaux pendant qu'Amanda publiait des photos du plus beau jour de sa vie. Le FBI est arrivé sur place. 2 agents sont en place parmi les invités. Amanda vient de transférer 43 000 $ supplémentaires sur un compte offshore. Elle est en train de commettre le vol pendant la cérémonie. À 9h30, je me suis garé à 2 pâtés de maison de l'église épiscopale Saint-Matthews. J'ai regardé notre famille arriver pour ce qu'ils croyaient être le moment le plus heureux de la vie de Marcus. Ma mère rayonnante, mon père discutant joyeusement, complètement inconscient de ce qui allait se passer. Marcus est arrivé à 10h15, sincèrement heureux, saluant les invités sous le porche. Mon cœur s'est brisé en le voyant ainsi, complètement ignorant de la ruine financière qui l'attendait. Tom m'a envoyé une mise à jour, 2e virement. 20 000 de plus. Les agents sont en place. Amanda est arrivée à 10h45 dans une Rolls-Royce vintage. Elle était éblouissante dans la robe à 15 000 $ que Marcus avait financée, posant avec des demoiselles d'honneur qu'elle connaissait à peine. Gabrielle, elle a effectué un 3e virement. Des documents falsifiés, 3 identités différentes, de faux passeports trouvés dans sa chambre. Elle prévoyait de disparaître aujourd'hui. À 11h, la musique nuptiale retentit. Je regardais Amanda remonter l'allée avec l'assurance de quelqu'un qui croit avoir réussi le coup parfait. Marcus l'attendait à l'hôtel, les larmes aux yeux. Le révérend Patterson commença. « Mes chers amis, nous sommes réunis ici pour unir Amanda et Marcus. » Les portes de l'église s'ouvrirent silencieusement. 2 agents entrèrent discrètement. Amanda les remarqua. Son sourire vacilla pendant une fraction de seconde, mais elle se ressaisit rapidement. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le bruit de pas déterminés rompit le silence traditionnel. J'ai une objection. Toutes les têtes se tournèrent. Je marchais dans l'allée, portant un dossier, flanqué des agents fédéraux. Marcus m'aperçut. « Gabriel, tu ne devrais pas être au Japon ?» « Marcus, dis-je, ma voix résonnant dans l'église silencieuse, j'ai quelque chose à te dire au sujet de ta fiancée. »« Que fais-tu ?»« Gabriel, c'est inacceptable. »« Agent Sarah Mitchell, FBI, » dit la femme à côté de moi en montrant son badge. « Amanda Sullivan, vous êtes en état d'arrestation pour fraude matrimoniale, vol et falsification de documents fédéraux. » Le nom « Sullivan » résonna dans l'église comme un coup de feu. Amanda laissa tomber son bouquet. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je m'appelle Amanda Mitchell, pas Sullivan. »« Vous avez le droit de garder le silence », a poursuivi l'agent en s'approchant de l'hôtel. Marcus a regardé tour à tour Amanda, puis les agents. « C'est une blague ? Gabriel, c'est ta vengeance ? » « Marcus, ai-je dit calmement en ouvrant le dossier. Amanda Sullivan est une escroque professionnelle. Elle a déjà fait ça à Détroit, Phoenix et Atlanta. Hier, elle a transféré plus de 60 000 $ de votre compte vers des comptes offshore. Je lui ai montré les relevés bancaires. Son visage a pâli.
Amanda, est-ce vrai? Elle a regardé autour d'elle, dans l'église bondée, vers les caméras, vers la famille qu'elle avait enlacée. Marcus, tu dois me croire. Ton frère ment. Il a toujours été jaloux. Alors expliquez-moi ça, a dit l'agent Santos en montrant une tablette avec des casiers judiciaires. 3 arrestations, 2 condamnations, 5 victimes répertoriées. La photo sur la tablette était indubitablement la sienne, seuls ses cheveux et son nom avaient changé. Marcus a vacillé. Tu n'es pas celle que tu prétendais être. Je suis la femme que tu aimes. Ça n'a aucune importance. Tu as volé mon argent le jour de notre mariage, murmura Marcus. C'est alors qu'Amanda joua son dernier coup désespéré. Vous voulez connaître la vérité? Cria-t-elle à l'assemblée. La vérité, c'est que vous êtes tous des idiots naïfs. Marcus n'a jamais été qu'une proie facile avec un compte en banque bien garni. Le silence fut assourdissant. Je ne t'ai jamais aimé. Tu es pathétique, manipulable et ennuyeux. Et ta famille est encore pire, surtout ton frère obsessionnel. Marcus s'assit lourdement, la tête entre les mains. Alors que les agents menottaient Amanda, elle me regarda droit dans les yeux. Tu crois avoir gagné quelque chose? Tu as détruit le mariage de ton propre frère. Non, répondis-je calmement, j'ai sauvé mon frère d'une criminelle. Amanda fut escortée hors de l'église, passant devant 200 invités sous le choc. Marcus leva les yeux. Gabriel, comment savais-tu? Parce que, répondis-je en m'asseyant à côté de lui, je n'ai jamais cessé d'être ton frère. Même quand tu as cessé d'être le mien. Alors que les sirènes s'éloignaient en emmenant Amanda, j'ai compris que la véritable victoire n'était pas son incarcération. Elle résidait dans le fait que, pour la première fois depuis 2 ans, j'étais à nouveau assis à côté de mon vrai frère. L'homme qu'Amanda avait tenté de détruire systématiquement pour mener à bien son coup de maître était toujours là. Il avait juste besoin qu'on lui rappelle qui il était vraiment. Et tandis que notre famille assimilait l'ampleur de ce dont elle venait d'être témoin, une chose est devenue claire. Parfois, être exclu de la table est exactement la perspective nécessaire pour voir clairement le jeu qui se joue. Amanda avait orchestré mon exclusion pour éliminer le seul obstacle à son plan. Au lieu de cela, elle m'avait donné exactement les outils et la motivation nécessaires pour démanteler complètement son opération criminelle. L'ironie poétique était parfaite. En essayant de me faire taire, elle avait amplifié ma voix au moment où cela importait le plus. 6 mois après ce que la presse locale a surnommé « le mariage qui a secoué Chicago », j'ai retrouvé Marcus sur la terrasse de notre café préféré à Lincoln Park, là où nous avions l'habitude de nous retrouver avant qu'Amanda n'entre dans nos vies. Il semblait différent. Plus léger, mais aussi plus sage. Les rides de tension autour de ses yeux avaient disparu, remplacés par un calme que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai appris qu'Amanda avait été condamnée à 8 ans, dit-il en remuant lentement son café. Oui, répondis-je. Fraude fédérale, vol aggravé, falsification de documents. Le procureur a dit que les preuves étaient parmi les plus solides qu'il ait jamais vues. Le procès avait été rapide et dévastateur. Les 5 victimes précédentes d'Amanda avaient témoigné par vidéoconférence, chacune racontant des histoires étrangement similaires de manipulation, d'isolement et de vol systématique. Le FBI avait découvert un mode opératoire qui s'étendait sur plus d'une décennie. Marcus est resté silencieux pendant un moment, puis a demandé « Gabriel, comment as-tu réussi à voir à travers elle alors que nous avons tous échoué ?» C'était une question à laquelle j'avais beaucoup réfléchi au cours des derniers mois. Ce n'est pas que j'étais plus intelligent, ai-je répondu. C'est que j'étais à l'extérieur, observant les schémas, tandis que vous étiez à l'intérieur, vivant les émotions. De plus, ai-je ajouté après une pause, elle a sous-estimé ce qu'une personne déterminée peut découvrir lorsqu'elle a suffisamment de temps et de motivation. Ironiquement, l'exclusion du mariage m'avait donné les deux. Gab, dit Marcus en utilisant mon surnom d'enfance pour la première fois depuis 2 ans, je dois te demander pardon. Pas seulement pour le mariage, mais pour tout. Pour avoir laissé Amanda me convaincre que tu étais le problème. Pour avoir choisi sa validation plutôt que notre fraternité. Marcus, tu n'as pas besoin de... Si, tu le dois, m'interrompit-il. Amanda n'a pas réussi avec moi parce qu'elle était une manipulatrice de génie. Elle a réussi parce que je voulais croire que quelqu'un me voyait comme quelqu'un de spécial, même si cela signifiait rejeter les personnes qui tenaient vraiment à moi. Au cours des mois qui ont suivi l'effondrement de son mariage, Marcus avait suivi une thérapie intensive. Non seulement pour surmonter la trahison d'Amanda, mais aussi pour comprendre comment ses propres insécurités l'avaient rendu vulnérable à la manipulation. J'ai découvert que j'avais toujours recherché la validation extérieure, a-t-il poursuivi. Amanda l'avait remarqué et en avait exploité impitoyablement. Elle me faisait sentir comme si j'étais l'homme le plus important au monde,
tout en coupant systématiquement mes liens avec les personnes qui me connaissaient vraiment. Notre famille avait traversé son propre processus de guérison. Le choc d'avoir failli perdre Marcus au profit d'une criminelle professionnelle nous a obligés à avoir des conversations que nous aurions dû avoir des années auparavant. Mes parents, en particulier, ont reconnu que leur tendance à éviter les conflits avait permis à des dynamiques toxiques de s'installer. Ils ont commencé une thérapie familiale et ont fait des efforts conscients pour écouter différentes voix, pas seulement les plus fortes. Gab, m'a dit ma mère lors d'un dîner familial quelques semaines après le procès, nous avons passé tellement de temps à te prendre pour acquis. Nous avons supposé que, parce que tu étais fort et indépendant, tu n'avais pas besoin de soutien. C'était injuste et stupide. Mais le changement le plus profond s'est produit en moi. L'expérience d'avoir été exclu, d'avoir enquêté seul et d'avoir finalement été innocenté n'a pas seulement sauvé Marcus, elle m'a appris quelque chose de fondamental sur ma propre valeur. J'ai passé des années à être le frère fiable, celui qui serait toujours là, peu importe comment il serait traité. J'ai découvert que fixer des limites ne signifiait pas aimer moins. Cela signifiait aimer de manière plus saine. Tu sais ce qui est drôle ? M'a dit Marcus en me ramenant au présent. Amanda a passé tellement de temps à essayer de nous séparer qu'elle a fini par nous rendre plus forts. Notre relation est meilleure que jamais. Il avait raison. Les conversations difficiles, la thérapie, le processus de reconstruction de la confiance, tout cela avait créé une base plus solide que le simple fait de supposer que la famille signifie accepter n'importe quel comportement. Marcus, ai-je dit, je peux te poser une question ? Est-ce que tu es toujours en colère contre elle ? Il a réfléchi attentivement. Plus maintenant. En fait, j'ai de la peine pour elle. Imagine vivre une vie où ta seule compétence est d'exploiter la gentillesse des autres. Quelle existence vide cela doit être. Il y a 3 mois, j'ai enfin fait ce voyage au Japon, non pas pour fuir la douleur familiale, mais pour célébrer des relations apaisées. Marcus m'a accompagné. Nous avons passé 2 semaines à Kyoto, pratiquant la méditation matinale dans les temples que j'avais repérés lors de la préparation du voyage. Nous avons eu des conversations profondes sur la vie, la carrière, les relations et le genre d'homme que nous voulions être. Gabriel, m'a-t-il dit un matin alors que nous marchions dans un jardin zen, merci de ne jamais m'avoir abandonné. Même quand j'ai abandonné notre relation. De retour à Chicago, notre famille se réunit régulièrement maintenant, non par obligation, mais par choix. Marcus sort avec une enseignante qu'il a rencontrée en thérapie de groupe, Sarah. Elle est gentille, transparente sur son passé et, plus important encore, elle encourage sa relation avec nous au lieu de la saboter. Quant à moi, cette expérience m'a donné une confiance que je n'avais jamais eue auparavant. Au travail, j'ai commencé à exprimer plus fermement mes opinions et à prendre des projets de direction. Sur le plan personnel, j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, cette fois-ci avec une compréhension beaucoup plus claire des signaux d'alerte. La meilleure vengeance, ai-je dit à Marcus cet après-midi-là au café, n'a pas été de voir Amanda faire face aux conséquences juridiques. Ça a été de retrouver notre famille. Amanda purge sa peine dans une prison fédérale du Midwest. J'ai entendu dire qu'elle participait à des programmes de réinsertion, peut-être en train d'affronter enfin les traumatismes qui l'ont conduite à une vie d'exploitation. J'espère qu'elle trouvera une meilleure voie à sa sortie. Pas pour ce qu'elle nous a fait, mais parce que chaque être humain mérite d'avoir la possibilité de choisir la croissance plutôt que la destruction. Au final, la tentative d'Amanda de me réduire au silence a amplifié ma voix au moment où cela comptait le plus. En essayant de m'isoler, elle m'a involontairement donné les outils et la détermination nécessaires pour protéger les personnes que j'aime. Si vous avez déjà connu la douleur d'être exclu par des personnes proches, ou si vous avez déjà remis en question votre instinct à propos d'un de vos proches, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous partageons des histoires de personnes qui ont été confrontées à la trahison, à la manipulation et à l'injustice, et qui ont trouvé le moyen de transformer ces expériences en croissance et en force. Parce que parfois, être poussé hors du cercle est exactement la perspective nécessaire pour voir clairement ce qui se passe à l'intérieur. Marcus et moi avons fini notre café et avons marché ensemble dans les rues familières de Chicago. 2 frères qui se sont perdus à cause de la manipulation d'une étrangère, mais qui ont trouvé le chemin du retour grâce à l'honnêteté, au pardon et au refus d'accepter qu'une famille toxique vaut mieux qu'une famille guérie. La dernière fois que nous avons vérifié, Amanda essayait toujours de faire appel de sa condamnation. Marcus et moi, nous planifions notre prochaine aventure, cette fois-ci un voyage à pied dans le Grand Canyon. Parce que nous avons découvert que les meilleures aventures se vivent quand on est entouré de personnes qui nous connaissent vraiment. Et qui ne nous excluront jamais pour nous protéger.